Alors, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? En fait, on peut définir l'intelligence artificielle de deux manières. On peut la définir avec une phrase. Par exemple, c'est donner à des machines des capacités qui demandent de l'intelligence aux humains. Mais on peut aussi la définir par un ensemble de techniques, de domaines qui la composent. Par exemple, le traitement du langage naturel, le traitement de la parole, l'apprentissage automatique, la modélisation des raisonnements, la planification automatique, etc. Donc on peut avoir les deux aspects, et en fait ça correspond aussi à un historique où on a deux grands types d'intelligence artificielle qui ont fait l'objet des développements depuis maintenant près de plus de 60 ans. Puisqu'il y a eu toute une époque, toute une période où les gens ont fait ce qu'on appelle la modélisation du raisonnement. On écrivait des règles, on représentait le fonctionnement du cerveau comme plutôt un enchaînement de règles que les personnes appliquent. Par exemple, si il y a un losange sur le capot de la voiture, alors c'est probablement une Renault. Voilà, ça c'est un exemple de règle. Si le client a acheté pour plus de 150 € sur le site, alors lui faire une réduction de 5 ou 10%, des choses comme ça. S'il a de la fièvre et si il tousse, alors c'est une malade, faire un test PCR, et si le test PCR est positif, alors c'est peut-être du Covid. Voilà, on enchaîne des règles comme ça, et on représente toutes les connaissances par des règles. Donc ça a duré un petit moment, et puis il y a eu l'autre tendance, qui était plutôt basée sur les données, c'est-à-dire de regarder le monde, de regarder les données du monde, d'absorber les données du monde et d'essayer d'en déduire finalement des comportements intelligents. Donc ça c'est l'intelligence artificielle basée sur les données, basée sur ce qu'on appelle l'apprentissage automatique, dont l'exemple le plus connu sont les réseaux neuronaux et même ce qu'on appelle les réseaux neuronaux profonds. Et donc ça, ces deux tendances en fait ont coexisté pendant assez longtemps. Et finalement, en ce moment, dans ce siècle, c'est la tendance apprentissage automatique à partir de vastes ensembles de données qui est en train de prendre le pas, mais la partie raisonnement peut être encore utile parce que malgré tout, quand on a des modèles, des connaissances qui représentent ce que l'on sait sur le monde, ça peut être aussi utile de les exploiter. Alors c'est vrai que l'intelligence artificielle existe depuis assez longtemps, même dans les années 1960, on pensait qu'on aurait réglé la question de la traduction automatique avant que l'homme marche sur la Lune, et ça n'a pas été le cas. Donc il a fallu attendre en fait le début du XXe siècle pour que l'intelligence artificielle se développe vraiment. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Aujourd'hui, on a à notre disposition des ensembles de données très très importants, des données en masse. On a aussi des calculateurs, des supercalculateurs qui sont très performants. Et puis on dispose d'algorithmes, donc de la façon de programmer les ordinateurs qui sont relativement bien optimisés. Donc c'est cette combinaison de facteurs qui fait que les algorithmes, les méthodes qui avaient été développées précédemment dans les années 70, 80, 90, maintenant elles trouvent vraiment leur exploitation dans la situation actuelle. Et en fait, ce qui a vraiment tout changé, c'est l'arrivée, la grande diffusion du web au début de ce siècle. En fait, il existait déjà avant, mais ça s'est vraiment développé à partir des années 2000. Et en fait, ça a fourni au système d'intelligence artificielle des données sur un sujet qui était très important, avec des enjeux économiques très importants, des enjeux de société, des enjeux pour les personnes, pour vous et moi, et donc la disponibilité de ces données de l'Internet, de ces données du web et des enjeux économiques et sociétaux qui étaient avec, ont fait que les algorithmes développés dans les années précédentes, on peut trouver un domaine d'exploitation privilégié. Et la constatation qu'on fait aujourd'hui, c'est que les grands de l'intelligence artificielle, les grands leaders dans l'industrie, ce sont les opérateurs du web, les GAFAM aux États-Unis, Google, Amazon, Facebook, etc., les BATX en Chine, Baidu, Alibaba, Tencent, etc., parce qu'ils ont les données, ils ont aussi les grandes machines, ils ont les algorithmes, et donc ce sont eux qui ont les meilleures conditions pour développer des systèmes d'intelligence artificielle. Alors l'apprentissage automatique, ça consiste en fait à fabriquer de manière automatique des programmes à partir des données. Donc la plupart de l'apprentissage automatique est ce qu'on appelle supervisé, c'est-à-dire qu'il y a un professeur, un être humain qui donne la solution. Par exemple, j'ai une image avec des voitures et je dis ça c'est une Renault. J'ai une image avec d'autres voitures et je dis ça c'est une Peugeot. Et on fournit énormément d'exemples comme ça, et l'apprentissage consiste à optimiser les paramètres
du système de manière à ce que la sortie du système corresponde à cette sortie désirée que j'ai fournie en entrée. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé, c'est la plus grande partie de l'apprentissage. Ça demande énormément d'exemples. Il faut donner des exemples, là j'ai pris pour des voitures, des exemples d'images de voitures dans toutes les positions, de toutes les couleurs, etc. Et la machine règle des milliers, millions, voire des milliards de paramètres de manière à pouvoir fournir la sortie désirée. Il existe aussi d'autres formes d'apprentissage qu'on appelle non supervisées, où la machine de par elle-même essaye de comprendre la structure des données et d'en déduire des conclusions. Mais c'est beaucoup moins avancé aujourd'hui que l'apprentissage supervisé, qui fait que des gens dans le monde entier passent leur vie à annoter des images ou des textes de manière à ce que les machines puissent mieux apprendre. J'ai parlé de la différence entre la manière dont nous, les êtres humains, apprenons et la différence et la manière dont les machines apprennent. Un bébé, un nouveau-né, qui voit un animal, qui voit un chat, c'est l'exemple qu'on prend toujours, n'a pas besoin d'en voir des millions pour savoir ce que c'est, il en a vu 2 ou 3, et il a construit à l'intérieur de son cerveau des connexions qui font que immédiatement, il a compris ce que c'était que cet animal. Pour qu'une machine arrive à faire la même chose aujourd'hui, il faut lui fournir des millions d'images de manière à ce qu'elle optimise ses paramètres pour faire la même chose. Donc c'est extrêmement différent de la manière dont on apprend, c'est extrêmement gourmand en énergie. Les systèmes d'apprentissage automatique consomment énormément d'énergie. Et par ailleurs, il y a une question de compréhension. En fait, les systèmes ne comprennent pas forcément, la notion de compréhension est très très éloignée de celle des machines. Si je demande à Alexa, à Siri ou à un assistant personnel de me donner la date de naissance du général de Gaulle, il me donnera la date de naissance du général de Gaulle, c'est facile, c'est sur Wikipédia. Si je lui demande quelle est la date de mort du général de Gaulle, de la même façon, je vais sur Wikipédia et je récupère ça et je prends des résultats. Et si je pose la question, est-ce que le général de Gaulle est vivant? En fait, la machine ne saura pas répondre. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas le sens commun. Elle ne sait pas que quand une personne est morte, elle n'est pas vivante. Nous, on le sait très bien, on a appris ça naturellement dans notre évolution. Les machines ne comprennent pas ce qu'elles font. Les dialogueurs sont très très évolués. On a fabriqué des dialogueurs, des chatbots qui sont capables de tenir des conversations entières avec des personnes sur n'importe quel sujet. Mais si on leur demande à la fin de quoi ils ont parlé, en fait, ils ne le savent pas. Certains disent que l'intelligence artificielle pourrait devenir super intelligente et nous dépasser. En fait, franchement, on en est extrêmement loin. Il ne faut pas avoir peur de ça. Aujourd'hui, on fabrique ce qu'on appelle des intelligences artificielles spécialisées, qui sont capables de faire des choses très très limitées et de manière extrêmement performante, supérieure aux performances d'un être humain, c'est vrai. Mais nous sommes capables de faire énormément de choses différentes, de faire beaucoup de choses à la fois, ce que les machines ne savent absolument pas faire. On n'a pas la moindre idée aujourd'hui de comment on pourrait arriver à faire des machines qui ont une intelligence comparable à la nôtre. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de risque, il y aura vraiment des dizaines et des dizaines d'années avant qu'on puisse parler de ça, même si on a des sociétés et des laboratoires qui font des recherches sur le sujet, mais vraiment on en est très loin. Par contre, il y a des risques qui sont beaucoup plus près de nous, qui sont importants et qu'on doit prendre en compte. Des risques de vie privée, par exemple, quand on travaille sur des grands ensembles de données personnelles, eh bien, il y a des risques de dévoiler des choses sur la vie privée des personnes. Il y a des risques de faire des erreurs, parce que la machine peut se tromper, même quand une machine a 99,9% de taux de succès sur une reconnaissance, et ça veut dire qu'une fois sur 1000, elle va quand même se tromper, et si cette fois-là, ça conduit à faire qu'un système critique, un système de santé, un système industriel tombe en panne, ben c'est quand même embêtant, donc on est obligé de travailler beaucoup là-dessus, de manière à limiter ce genre de risque. Et puis, comme tous les systèmes informatiques, il y a des risques de sécurité. On peut également attaquer de manière logicielle ou avec des données les systèmes d'intelligence artificielle. En ce moment, les gens travaillent beaucoup sur ce qu'on appelle les attaques antagonistes, c'est-à-dire modifier très très légèrement une image de manière imperceptible, de manière à ce que la conclusion de la machine soit complètement différente. Et là, c'est très embêtant parce que ça ouvre la porte à faire à des systèmes des choses qui sont tout à fait non désirables. Donc voilà, ça, ce sont les risques qu'on a aujourd'hui. Le risque de la superintelligence, on a largement le temps d'y réfléchir.